Je vous propose de reprendre pour cette dernière partie de notre journée de réflexion et d'échange. C'est le moment traditionnel dans les journées d'études de l'AECES maintenant depuis quelques années, où on fait le point sur la phase pilote. Et aujourd'hui, nous allons vous proposer de faire ce point sur la phase pilote en 3 temps. Le premier temps que présentera Cathy, ce sont des éléments de bilan, puisque toutes les visites, ou presque, ont été réalisées. Donc il y a plusieurs éléments descriptifs, mais aussi réflexifs en termes de conduite du projet phase pilote, et puis d'un point de vue des réalisations qui ont été faites et des points d'attention qui ont été identifiés, que Cathy pourra nous retransmettre. Deuxième, donc là c'est un retour un petit peu plus sur le passé jusqu'au présent, puis les deux autres représentants du bureau de l'AECES, Christophe et Sandrine, nous ferons part des points de convergence qui ressortent de la consultation dont nous parlait Christophe ce matin. L'agence, à travers le comité de gestion et son groupe de travail méthodologie et référentiel, ont souhaité interroger les différentes instances et de l'enseignement supérieur, donc représentatif des différentes formes d'enseignement, mais aussi les représentants de la société, les associations étudiantes, ont souhaité les solliciter pour avoir déjà leurs avis sur des scénarios, sur des questionnements, des points qui peuvent amener pour la future méthodologie à passer d'un paradigme à un autre. Donc on a interrogé ces différentes instances et on aura un retour sur les points de convergence qui se dessinent et sur lesquels maintenant le groupe de travail méthodologie et référentiel va être missionné pour mettre en musique ce qu'il sera possible de mettre en musique, identifier les éventuels aménagements à réaliser pour ensuite proposer la nouvelle méthodologie de l'agence. Donc là, après avoir fait ce bilan, on va passer plus à un point sur le présent, les avis, les perceptions des différentes instances et les perspectives en identifiant ces points de convergence. Bien entendu, on passera ensuite à un troisième temps de questions, de réflexion que vous pourrez proposer pour pouvoir continuer à nourrir la réflexion, puisque, comme je vous l'ai dit, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas encore une méthodologie qui a été fixée, qui a été arrêtée. Donc il est encore temps, via les panneaux avec les post-it ou en direct ou via les différentes représentations, de continuer à réagir. Voilà, donc 2 présentations, et puis ensuite on passera aux questions que vous auriez ou aux réactions que vous auriez. Cathy ? Merci Angeline, bonjour à tous. Puisque le temps est quand même compté, je vais plonger directement dans le sujet. La première dia ici vous remontre de manière assez généraliste un schéma de ligne du temps. Vous voyez que la ligne supérieure indique 1, 2, 3, 4 années qui sont à cheval sur des années civiles. Donc la phase pilote a commencé à l'année académique 19-20 et se termine donc tout à fait officiellement à l'année académique 22-23, donc d'ici quelques semaines. Dans cette ligne du temps, j'ai repris dans les parties vertes, deuxième bloc horizontal, tout ce qui est réalisation, expérimentation. Ce qui est intéressant de voir, c'est que nous avons réalisé avec les établissements pilotes au nombre de 17, ces 17 évaluations entre novembre 2019 et avril 2021. Donc sur une période de 18 mois, 17 évaluations, les 4 premières en présentiel. Hélas, toutes les autres ont basculé en distanciel. Donc ça a été une modification imposée par les circonstances. Dans la continuité de ce travail, vous voyez en abrégé l'AT, c'est-à-dire l'analyse transversale et la journée d'études que l'AECES a organisée fin 2021 pour présenter les résultats depuis la perspective des experts et puis des premiers échanges aussi d'établissements.
Il y a un petit souci? Non, ça va? OK. Et puis en juin 22, au mois de juin 22, les plans d'action institutionnelle consécutifs à cette évaluation qui ont été publiés sur les sites des établissements concernés. La ligne verte en dessous, en vert plus pâle, vous montre 8 dossiers de cette procédure d'avis global. Et là, la ligne du temps démarre en quelque sorte en juillet 2021 et s'étale jusqu'à juillet 23. Donc 24 mois durant lesquels les établissements qui se sont engagés dans cette procédure ont eu du temps pour, dans un espace de 12 ou 18 mois, répondre à certaines conditions supplémentaires. Pas supplémentaires en soi, mais des conditions qui reformulaient quelques-unes des recommandations et qui permettaient à ces établissements d'obtenir en fin de circuit l'avis positif, on l'espère pour tous. Sur les 8 dossiers, je précise qu'un établissement a obtenu directement son avis positif, sans avis conditionnel. 7 ont obtenu un avis conditionnel. Un établissement s'est retiré du processus, ça faisait partie des possibilités aussi, et les 6 autres ont poursuivi l'exercice. Ceci pour vous dire que la phase pilote, en fait, elle a commencé sur une période précisée, planifiée, mais le principe même de cette procédure et le fait qu'il y ait eu des conditions et qu'un certain nombre de mois aient été accordés pour pouvoir remplir ces conditions ont aussi prolongé quelque part cette phase pilote. Donc nous sommes encore en phase pilote à l'heure où je vous parle. Sur le bloc bleu, j'ai voulu indiquer tout ce qui concerne les moments de bilan et de co-construction. Donc il a d'abord fallu que les évaluations se réalisent. Et vous voyez qu'il y a en gros 5 rendez-vous dans les petits carrés bleu pâle. Le 1 et le 2 correspondent à des moments de débriefing que nous avons fait avec les 17 établissements pilotes à l'issue d'enquêtes que nous avions passées auprès des établissements eux-mêmes et auprès des experts. Et sur la base de ces résultats d'enquête, nous avons réuni les pilotes et nous avons approfondi certaines thématiques. Il s'agissait de janvier 2021 et octobre 2021. Tous les documents relatifs à ces moments de bilan sont sur notre site de co-construction. Et puis vous voyez en 2022, le bilan PAG, en juillet 22, un premier bilan publié et discuté, le bilan de l'évaluation continue, le bilan PAG 2, un complément qui a été fait maintenant au mois de mai. Et puis la partie bleu pâle, entre octobre et février, la consultation des instances. Les 2 lignes suivantes parlent du travail du GT décret qui s'est constitué en décembre 21 afin de travailler à des mesures de transition qui ont été adoptées hier. Donc voilà, vous voyez que le comité de gestion les a adoptées en mai 2022 et le gouvernement les a adoptées hier en mai 2023. Et la partie rose indique les travaux du GT Méthodo. Je ne minimise pas les travaux des autres GT, mais le GT Méthodo est particulièrement sollicité. Il a d'abord passé une bonne année à rédiger une note exploratoire sur le contenu et le format et l'intention d'un référentiel institutionnel AECAS. Et ensuite, il s'est subdivisé en 2 sous-groupes qui a commencé à travailler sur le référentiel, mais le débat a de nouveau migré au comité de gestion qui a travaillé sur les consultations, d'où le webinaire aussi du mois de mai 2022 qui a permis à tout un chacun de prendre connaissance de ces évolutions et de ces réflexions méthodologiques afin de répondre à cette consultation. C'est évidemment l'autre, je ne sais pas pourquoi, je tiens à l'envers les pointeurs. Je voudrais préciser que le bilan comporte 3 parties et que je vous parle aujourd'hui des 2 parties en bleu. Donc la partie verte interviendra plus tard. Il y a d'une part une partie qui s'appelle « Bilan du projet de la phase pilote ». Comment avons-nous conduit ce pilote? Il y a un bilan qui parle des leçons tirées des méthodologies expérimentées. Et puis, il y a une partie du bilan qui doit contenir une partie beaucoup plus prospective, qui est la définition de cette prochaine méthodologie. Les destinataires sont repris ici en dessous, et vous voyez que nous avons l'obligation décrétale de remettre ce bilan complet au gouvernement, au plus tard 6 mois à l'issue de la phase pilote, c'est-à-dire vraiment au plus tard janvier 2024. J'attaque la première partie, l'évaluation du projet.
Les objectifs du projet étaient clairement d'expérimenter l'évaluation institutionnelle, mais aussi d'expérimenter l'évaluation programmatique continue, qui avait un tout petit peu modifié son protocole, mais surtout son référentiel. Tout cela dans un contexte d'un modèle mixte, avec une articulation institutionnelle et programmatique. Tout se retrouve dans la proposition Méthodo de 2017. Le comité de gestion avait marqué son accord pour que l'évaluation se fasse sur 3 critères. Un critère d'adéquation de ressources et délais par rapport aux objectifs fixés, un critère de co-construction et un critère de dissémination des résultats. Si je commence par le premier, que je regarde l'adéquation des ressources et des délais, je regarde les ressources humaines et je regarde les ressources financières. La question du délai, je n'ai pas précisé, mais vous le savez tous, nous avions planifié ce projet sur 3 ans, mais la crise Covid nous a obligés à le rallonger, donc nous avons fait en fait 2 ans plus 2. Si je prends d'abord les ressources humaines, je voudrais attirer l'attention sur les groupes de personnes qui ont été plus particulièrement mobilisés par cette phase pilote. L'agence a mis en place ce qu'elle a appelé un COPIL, donc un comité de pilotage qui est constitué structurellement de 7 personnes, 3 membres du bureau, plus la référente Méthodo, qui n'est autre qu'Angeline, ici présente, et puis des représentants de l'EPS, un représentant de l'EPS, un représentant des ESA, et une personne qui assurait la liaison entre l'ICAS et l'ARES, donc qui représentait structurellement l'ARES dans notre COPIL. Le CAM, c'est le Conseil d'appui méthodologique. 6 personnes au départ, indépendantes. Une personne a quitté le CAM en janvier 2022 et on a considéré qu'il n'est pas pertinent de la remplacer au milieu de phase pilote. Le rôle principal du CAM, un appui méthodologique qui a été sollicité à plusieurs niveaux dans le processus, sélection des pilotes, des experts, validation d'une série de documents, mise en œuvre de cette procédure d'avis global et contribution au bilan. Je pointe aussi les experts, ils étaient au nombre de 27. Ils ont eu évidemment comme tâche de mettre en œuvre cette évaluation institutionnelle avec notre aide et d'accompagner le changement de paradigme qui est sorti de cet exercice. Pour la cellule exécutive, nous avions planifié 3 personnes. Ça n'a pas tout à fait été comme ça tout au long. Il y a eu pas mal de rotation de personnel. Donc, j'ai été accompagnée de diverses personnes autour de moi, mais toutes ces personnes se sont bien investies au fil du temps et donc ont pu, avec moi, réaliser l'opérationnalisation de cette phase et aussi le secrétariat du CAM lors de ces réunions. Et puis, bien sûr, tous les établissements pilotes, dont je vous présente la liste ici. Non, est-ce que je me suis trompée ? Oui, voilà, c'est juste. Non, c'est marche arrière. Je suis en dispute avec ce système, pardon. Voilà. Ce sont les logos du début de la phase pilote. Certains établissements l'ont renouvelé, donc voilà, c'est comme ça. Un petit voyage dans le passé, peut-être. Les 17 établissements pilotes en nombre d'établissements représentent 14% du nombre d'établissements. Si l'on prend le volume représentatif des étudiants, on monte à 68%. Je ne vais pas m'appesantir ici, mais il y a quand même un commentaire qui viendra là-dessus. Pour les ressources financières, je remercie Pascal Discove qui m'a fait tous ces petits calculs pour vous. Je pense qu'il est important de garder les chiffres globaux. Le coût global de cette phase est de 301 382 €. Nous avions budgétisé à peu près 100 000 de plus. La principale raison de cette différence est à imputer au passage en distanciel et donc l'absence de dépenses sur les transports et les logements des experts, même si nous avons dû faire un surcoût de prestations parce qu'à cause précisément de cette modalité à distance, nous avons dû un petit peu consolider le nombre de réunions avec les experts. Ce chiffre comporte aussi le coût du site de co-construction et les séminaires de formation, mais ne prend pas en compte les coûts des journées d'études comme celle-ci. Et je tiens aussi à préciser que nous sommes passés d'un comité à 5 experts plutôt que 4 planifiés, en prenant un critère de taille d'établissement. La co-construction.
un leitmotiv de cette phase pilote. On peut toujours s'interroger aussi sur la modalité de fonctionnement, les conditions de réalisation de cette co-construction. Elle a été vécue probablement de manière différente selon les acteurs. Les leçons qu'on peut en tirer rapidement, c'est qu'il y a eu probablement un enchaînement ou une superposition de deux compréhensions de ce que pouvait être la co-construction. Était-elle celle de la phase pilote elle-même? Est-elle celle de la méthodologie à venir? C'était en fait un peu les deux. Mais je pense qu'on aurait pu être plus clair dans cette précision-là pour éviter ces perceptions un peu différentes, un peu différenciées. Peut-être qu'on aurait dû aussi avoir un médiateur, mais qui aurait pris cette tâche? C'est une question qu'on peut se poser. La plateforme de co-construction n'a pas servi comme plateforme d'échange, mais plutôt comme plateforme de dépôt de documents. Donc elle contient tous les documents produits, mais n'a pas vraiment fonctionné sous forme d'un forum ou autre chose. Ça, c'est aussi un constat. Je souligne l'initiative des ateliers Cocker, qui ont mené des actions pour soutenir les établissements. Et alors, je me permets de reprendre ici un témoignage du CAM, qui a vraiment témoigné d'une vraie phase pilote dans le sens d'un exercice avec des balises fixées et respectées, mais aussi une grande marge d'expérimentation. Et le CAM a perçu, en tout cas, une co-construction en son sein, avec des personnes venant d'horizons différents, mais aussi une co-construction à l'externe, selon eux, c'est-à-dire en interaction avec le comité de gestion de l'AICES et le COPIL. Sur la partie dissémination, donc le troisième critère, j'ai listé les actions de communication et de dissémination qui se sont déroulées pendant la phase pilote, donc plutôt le réaliser. Et puis, de manière prospective, au point 2, réfléchir avec vous sur comment poursuivre maintenant, à présent qu'on arrive au bout de cette phase, les résultats et les apprentissages. Vous voyez qu'il y a une liste d'actions de communication qui ont été faites, réalisées auprès des établissements eux-mêmes. Il y a la plateforme dont je parlais, une série de communications à l'échelle internationale et aussi le webinaire du 19 mai dernier. Donc voilà, ça c'est un peu un bilan global de tout ceci. Et en conclusion sur cette première partie, je dirais bonne préparation et anticipation, certainement, dans les préparations et la manière dont on a imaginé cette phase, en particulier le choix des instances utiles et nécessaires pour piloter le projet et avoir l'appui méthodologique, une planification initiale, je dirais, correcte, même si elle était dense, des balises méthodologiques suffisamment restreintes, ouvertes et flexibles, et une estimation financière pas trop mauvaise, bon, hormis les nuances dont je vous ai parlé, et de cette crise que personne n'avait vu venir, qui a été plutôt bénéfique ici dans l'occurrence, mais voilà, des nuances par rapport au futur. Les défis principaux, c'est la question même du concept de co-construction. Comme je disais, peut-être ça nécessite de mieux expliquer ce qu'on veut dire par là. Un point peut-être aussi sur la taille et la représentativité de l'échantillon du pilote. 17 établissements pilotes, c'est beaucoup pour mettre en œuvre, mais en même temps, c'est important pour avoir l'adhésion d'un grand nombre de personnes à cette modification méthodologique. La question des ressources reste toujours un point important. Et puis la question du délai. Quand on additionne le temps des premières réflexions qui remontent à 2015 et qu'on sait qu'aujourd'hui, on va prolonger les conditions pilotes encore pendant 2 ans, on se dit qu'il faut 10 ans pour opérer un changement. En contrepartie, en tension avec ce concept-là, se dire que le changement prend du temps. Mais en cadre de phase pilote, c'est vraiment un questionnement aussi. J'arrive à la deuxième partie et dernière partie. Donc ici, je parle de l'expérimentation méthodologique. C'est important de constater qu'au cours du déroulement de la phase pilote, il y a eu une évolution des objets et du contexte du bilan, en quelque sorte. Je m'explique. Initialement, on devait faire le bilan de cette évaluation institutionnelle et programmatique continue dans un contexte défini de modèle mixte, évaluation institutionnelle et programmatique. En termes de résultats, ici, on peut dire que pour l'évaluation institutionnelle,
Je peux vous renvoyer déjà en termes de contenu et de résultats à l'analyse transversale de novembre 2021 et aux différents bilans que j'ai pointés, ponctuels, de juillet 22, mai 23. Pour l'évaluation programmatique, idem. On a un bilan particulier qui a été fait sur cette modalité et déjà une décision du comité de gestion de simplifier le référentiel qui a été adopté ce mois-ci et qui comporte désormais 2 critères au lieu de 3. Mais tout au long de cette phase pilote, on a aussi observé l'émergence de nouveaux points de vue, c'est-à-dire plus un modèle de substitution. Je m'explique. On va vers de l'institutionnel uniquement, sachant que le programmatique est pris en charge par les établissements, ou de conserver cette vision d'un modèle mixte, avec une articulation, une complémentarité entre les deux. Et comme ces éléments-là sont arrivés dans la discussion, on a ressenti la nécessité de consulter à nouveau pour être sûr qu'on puisse arriver à définir quelque chose. A-t-on atteint notre objectif ? Si l'on regarde la finalité qui est de renforcer la capacité des établissements à se doter d'un système de management de la qualité, on peut dire oui, sur la base des témoignages, des experts, de tout le monde, cet objectif a été rencontré, indubitablement, et encore plus par ceux qui ont procédé à la procédure, qui ont sollicité la procédure d'avis global. La partie 3 de l'analyse transversale des experts documente particulièrement tout ce point, donc je vous invite à la lire ou à la relire. On peut s'interroger sur le choix des ESG, était-ce une fausse ou une bonne idée ? Je dirais que du côté positif, c'est une appropriation par toute la Fédération Wallonie-Bruxelles de ces fameux ESG, donc c'est déjà ça qui est important. Et deuxièmement, si nous ne l'avions pas fait, on n'aurait pas fait de phase pilote. Donc voilà déjà 2 bonnes raisons de dire que c'était une bonne idée. Cependant, les ESG, ce n'est pas vraiment un référentiel. Donc, il y a toujours ce problème de prendre un référentiel. Certains établissements en ont pris d'ailleurs, et c'était une très bonne chose. J'ajoute aussi que les établissements actuellement engagés dans l'évaluation institutionnelle bénéficient déjà des apprentissages de cette phase pilote. Des documents sont publiés, des réunions de coordination avec eux vous permettent aussi d'approprier tout cela. Mais rien de tel que sa propre expérience. Je dirais en synthèse, et c'est mon avant-dernière dia, que c'est très positif. Je pense que pour tous les établissements pilotes, il y a eu cette capacité de passer d'une échelle programmatique et d'intégrer des pratiques qualité développées, installées dans des départements en un système à l'échelle institutionnelle, un système qui se veut cohérent, mais qui est encore parfois à expliciter. Mais en tout cas, c'était l'exercice principal qu'a constitué cette évaluation institutionnelle. Ce qui est logique, c'était son objet aussi. Je dirais que pour ceux qui ont testé la PAG facultative, tous ces résultats sont renforcés. C'est la plus grande surprise que moi j'ai observée dans cette phase pilote, c'est-à-dire qu'en termes d'appropriation des démarches qualité, de développement de culture qualité et d'innovation en la matière, il n'y a pas photo. Et je pense que vous l'avez entendu dans les ateliers que vous avez suivis également. Et je pointe aussi le fait que les experts et le CAM ont fait la démonstration qu'il est parfaitement possible de combiner une approche formative et une approche certificative en quelque chose qu'on pourrait appeler une approche constructive. Et donc dépasser l'opposition stérile entre c'est formatif, c'est certificatif, c'est pas formatif. Donc cette démonstration-là a été faite et je pense que c'est un des apprentissages positifs de cette phase pilote. En termes de points d'attention, je l'ai déjà un peu évoqué en déroulant le narratif. Mener une phase expérimentale avec des résultats qui perdurent par la suite, c'est un peu complexe. On a fait 2 choses en même temps. Je parle de la procédure d'avis global aussi ici. Répondre à la diversité des attentes et des compréhensions, c'est aussi un élément complexe. Il y a eu des perceptions et des attentes différentes en termes de guidance ou de liberté, de focus gouvernance, pilotage, ou en termes d'objets, système qualité, etc. Et donc la question aussi de changement d'objet et de vision sur l'articulation programmatique et institutionnelle, ou bien la migration vers une évaluation institutionnelle exclusivement. Les questions qui restent à poser, et ça, Sandrine et Christophe vous en parleront, comment répondre à la diversité des attentes, comment gérer l'absence actuelle de définition, vision,
consensuel à l'échelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles en matière d'assurance qualité, comment accorder les points de vue de tous sur une définition consensuelle de ce que c'est l'approche formative en Fédération Wallonie-Bruxelles et comment gérer la question des ressources nécessaires pour franchir ces étapes. Donc, en d'autres termes, maintenant, le travail, ça revient à se dire comment peut-on, dans un délai raisonnable, poser les meilleurs choix possibles pour élaborer une proposition équilibrée, et j'insiste sur le mot, d'assurance qualité externe qui puisse conjuguer motivation et impact, confiance et transparence, culture Fédération Wallonie-Bruxelles et alignement aux bonnes pratiques internationales. Et je vous remercie pour votre attention. Donc, on vous propose de retenir vos questions et je passe tout de suite la parole à Christophe et Sandrine. Je ne sais pas lequel de vous deux commence. On va donc vous présenter ici le résultat de la consultation des instances. Et donc, pour remettre ceci dans une ligne du temps, une autre version que celle que Cathy vous a montrée. Donc, on est bien sur une phase préparatoire dont elle a évoqué qu'elle a débuté en 2015. Puis une phase pilote dont le bilan vient de vous être présenté. Et comme la présentation de Cathy vient de se terminer, il y avait toute une série de questions qui se posaient et de tensions sur lesquelles, au sein du comité de gestion, on ne savait pas décider. Et donc, on a décidé d'aller vers les instances. On a pour l'instant les résultats et donc c'est ce qu'on va vous proposer, juste en termes de convergence, donc qu'on se mette d'accord sur l'idée des convergences. On n'est pas sûr quelle est l'idée qui fait l'unanimité de toutes les réponses qu'on a reçues, mais bien celles qui reviennent régulièrement. Ce qu'on va vous présenter aussi, c'est un résumé, le contenu des instances et des réponses des instances. Certaines instances, c'est assez court, d'autres, elles ont écrit. Donc, il y a plein de nuances qu'on ne présentera certainement pas. Et ce qu'on vous présente aussi aujourd'hui, c'est un document, c'est issu d'un document qui a été approuvé au sein du comité de gestion. Donc, ce n'est pas la position de Christophe et la mienne. C'est les éléments qui ont été reconnus et j'espère qu'on on respectera la parole du comité de gestion et on ne trahira pas cette parole. Donc c'est un travail collectif du comité de gestion en fait, qui a identifié les convergences à travers les retours des instances. Ça fait que les porte-paroles. Donc ça c'est un peu le déroulement de la présentation. Voilà, je te laisse. Voilà. Mais donc un petit rappel pour... c'est un peu un redit par rapport à ce que Cathy vient de dire précédemment. Mais donc un petit rappel donc de la phase pilote. Sa finalité, c'était donc la prise d'autonomie et de responsabilité progressive des institutions et d'une évolution graduelle vers un système d'assurance qualité interne plus intégré. Alors, pour atteindre cette finalité, il y avait donc une méthodologie qui avait été identifiée. Elle se base sur l'évaluation institutionnelle. Donc, on passe à l'évaluation institutionnelle, et donc qui mesure de quelle manière le système de management de la qualité et plus généralement le fonctionnement de la gouvernance d'un établissement d'enseignement supérieur est adapté à ses objectifs et son profil. Donc c'est le fit for purpose dont on vous parle régulièrement. Le référentiel utilisé, c'était les ESG, donc Cathy vous en a parlé. Le périmètre donc, qui était évalué, c'est l'enseignement, donc on reprenait l'ensemble des formations hors formation doctorale. Donc ça, c'était un élargissement par rapport à l'évaluation programmatique. Et enfin, était associé à cette évaluation institutionnelle ce qu'on appelle la procédure d'avis global, donc cette fameuse PAG. C'est quoi la PAG? C'est un avis à un moment qui est associé, si on le demande, si les institutions, sur demande des institutions, un avis qui est émis aux établissements et qui leur permet de sortir de la planification AEQS, donc pour les évaluations programmatiques, et ce pour 6 années. Ça se fait, donc cette mesure de la robustesse du système qualité se fait selon 4 critères. Et enfin, dernier élément de méthodologie, donc comme Cathy l'a dit, c'est un système mixte. Donc bien, il y a des évaluations institutionnelles et des évaluations programmatiques. Les institutions sont responsables de leur système
qualité en interne, aussi bien institutionnelle que programmatique, mais donc il y a une évaluation externe institutionnelle qui est faite par l'agence, et puis une évaluation externe des programmes qui peut se faire suivant 4 possibilités, soit par l'AECES, en évaluation initiale ou en évaluation continue, une évaluation par un autre opérateur reconnu par l'AECES, c'est par exemple le cas de la CTI, pour les ingénieurs, ou encore, alors, l'évaluation externe gérée par l'établissement, en fait, s'il a obtenu la PAG. Donc il y a un passage là de relais entre l'AECES et l'établissement sur base de la PAG. C'était le principe méthodologique pour obtenir cette finalité d'augmentation de robustesse du système qualité et d'autonomie. Donc, à l'issue de la phase pilote, au sein du comité de gestion, on s'est mis d'accord de savoir quels sont les principes à l'issue de cette phase pilote qui ont été acquis. La première chose, c'est qu'on n'a pas remis en question l'utilité ou l'intérêt d'avoir une évaluation institutionnelle. On s'est dit, on continue dans cet aspect-là, il faut juste voir comment on l'articule et quelle méthodologie. Un autre principe qui est arrivé à la fin et dans les débats, Cathy vous a expliqué qu'il y avait un GT méthodologique qui avait pas mal travaillé et qui est venu avec cette idée de progressivité et d'essayer d'éviter de ne pas avoir une rupture et de mettre en difficulté certains établissements, de dire, voilà, il n'y a plus d'évaluation programmatique au sein de l'agence, vous vous débrouillez, vous le faites, et de toute façon, on vient vous voir avec une évaluation institutionnelle. Donc c'était cette idée de ne pas avoir une rupture, j'en ai expliqué une, mais il pourrait y en avoir plein d'autres, ne pas avoir de rupture. Ensuite, on renforce, et ça reste les principes, et je pense que c'est une des valeurs de l'agence, c'est Fitness for Purpose, donc avoir une méthodologie d'évaluation qui est adaptée aux objectifs de l'établissement qui est évalué. Ensuite, il y a tout l'aspect cohérence globale du dispositif de l'agence. Là, on parle d'évaluation institutionnelle. Il y a déjà toutes les évaluations programmatiques et les différentes méthodologies, l'initiale et la continue, enfin voilà, la complète ou de suivi en fonction des méthodologies que vous avez des terminologies que vous avez déjà entendues, pardon. Et donc, c'était l'idée d'avoir une cohérence globale entre ces deux volets et de ne pas avoir de redondance, ou le moins possible en tout cas. Ensuite, on a un gros point qui vient, je pense, qui est la soutenabilité. Soutenabilité tant à l'échelle du système, donc soutenabilité tant pour l'agence, pour le personnel de l'agence, pour sa structure, mais aussi pour les établissements et aussi pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les moyens sont limités, on les connaît tous, l'enveloppe fermée, on est tous dedans. Et donc, il faut qu'on soit attentif à cet aspect-là et que ce soit le nouveau modèle proposé soit soutenable pour l'ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et enfin, la conformité aux standards européens. Je pense que ce que vous avez entendu ce matin vous permet de comprendre qu'on ne peut pas les oublier, ou sinon on ne sera plus reconnu comme l'agence de Suède. Non, de Suède, j'avais un doute, de Suède qui est sortie, et donc ça risque de mettre en difficulté l'espace d'enseignement supérieur Fédération de Bruxelles, donc on ne peut pas les contourner, et donc il faut les respecter. Qui est sorti mais qui est revenu, mais un temps de, donc nous on peut dans notre nouvelle méthodologie les oublier, mais on serait sorti, donc on n'a pas le droit de les oublier. Alors, sur base de la phase pilote, etc., plusieurs scénarios de nouveaux modèles ont été proposés, donc sur base des éléments de méthodologie de la phase pilote, dont je vous ai parlé. Et puis, il y a le bilan de la phase pilote que Cathy vient de vous présenter des éléments de ce bilan de la phase pilote. Mais comme elle l'a dit, au-delà du bilan, il y avait des questions qui se posaient, il y a de nouvelles idées qui ont émergé, comme tu l'as dit, Cathy. Et donc, plusieurs interrogations se posaient véritablement au sein du comité de gestion quant à ce nouveau modèle que l'on doit à un moment valider et inscrire dans un décret. Première interrogation, est-ce qu'il faut un même objectif d'autonomie et de responsabilité pour tous les établissements d'enseignement supérieur? Si oui, lequel? Sinon, quelles alternatives? Deuxième question, quel est le degré d'autonomie des établissements d'enseignement supérieur et cette articulation évaluation institutionnelle, évaluation programmatique. Cette articulation est vraiment délicate pour toute une série de problématiques, notamment la soutenabilité. Donc, est-ce qu'on va
cumuler évaluation institutionnelle, évaluation programmatique, comment, etc. Et enfin, l'interrogation 3, c'est le champ des évaluations institutionnelles. Est-ce que c'est l'enseignement ou d'autres missions de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire la recherche, les services à la collectivité, etc. Donc ces 3 questions, on peut passer au slide suivant, ont été posées donc, aux instances. Donc il y a eu 3 questions qui portaient sur ces thèmes, sur base d'un scénario que l'on avait pris en référence. Et donc, toute une série d'instances ont donné leur retour. Vous en avez la liste ici. Et donc, ce sont les résultats, donc les convergences dans ces réponses que l'on va vous présenter là maintenant. Donc, un premier set de convergence. Donc, je rappelle bien que convergence ne veut pas dire que tous les avis qu'on a reçus sont unanimes et affirment ces points-là. Il y a des convergences avec des nuances, il y avait des éléments. Premier point, c'est l'autonomie. La question donc un peu du jour. Cette autonomie, ça doit rester, donc le choix de faire appel à la PAG ou pas, doit rester un choix de l'établissement et cette responsabilité revient à l'établissement. Mais par contre, il y a eu un gros point d'attention quand même qui est revenu dans de très nombreux avis, qui était d'essayer, de par cette autonomie qu'on donne en plus, vous avez le droit de ne pas avoir une stigmatisation et d'avoir un peu l'idée d'avoir un enseignement supérieur à 2 vitesses, ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir ça pour ne pas stigmatiser, dualiser. Donc ça, ce sont des points d'attention qui sont revenus. Voilà, une question qui ne sera pas évidente à mon avis à répondre, mais voilà, première réponse. Deuxième centre de convergence, c'est les évaluations institutionnelles à but formatif. Donc formatif, et on veut rester sur du formatif. En tout cas, les réponses qui nous ont été données, c'était restons dans du formatif et pas que du certificatif ou du certificatif. Et une réaffirmation que l'évaluation institutionnelle permet d'avoir une vision de qualité globale et cohérente. Ça permet de revoir l'entièreté de l'établissement et pas programme par programme qui peut peut-être le saucissonner un petit peu. En termes de progressivité, je reviens avec l'idée de progressivité qui est revenue quand même, comme je vous ai présenté tout à l'heure. Donc c'était ne pas avoir d'effet de rupture et d'en laisser certains ou de dire maintenant on ne fait plus et voilà ce que vous devez faire après. Fitness for Purpose, c'est revenu à chaque fois et avec des éléments de attention, prenez en compte le contexte des établissements, mais aussi la diversité des types d'établissements qu'on a en Fédération Wallonie-Bruxelles. On n'est pas tous les mêmes, on n'a pas tous les mêmes réglementations. Et aussi de leur système de management de la qualité. Donc on n'a pas tous la même chose, même si on prend, moi je suis ici d'une université, si je prends toutes les universités, on n'a pas toutes le même système de management de la qualité, donc c'est important de prendre en compte et de permettre l'expression de cette diversité. En termes de cohérence globale, on réaffirme, ça a été réaffirmé dans beaucoup d'avis, qu'il faut éviter les redondances. Et il faut favoriser une complémentarité, une visibilité et une complémentarité des méthodologies, parce que c'est difficile quand on arrive avec 3 types de méthodologies, de dire comment est-ce qu'elles sont complémentaires, comment est-ce que je les articule. Donc on sait tous très bien qu'il y a beaucoup de rotation au niveau des personnes qui sont en charge de la qualité, donc il faut arriver à montrer cette cohérence globale et cet achat. On revient sur la soutenabilité, donc on est bien sur le fait que le nouveau système doit être soutenable et beaucoup. On demandait plus de moyens. Bon, la ministre est partie, mais en tout cas, ça revenait dans chaque... dans pas on n'a mal pas d'avis, osé le dire quand elle était là. Oui, sur le fait qu'il va y avoir besoin de moyens supplémentaires pour faire cela. Et puis après, il y a l'idée aussi d'avoir un retour de confiance de la confiance entre les établissements d'enseignement supérieur et l'agence. On est sur la confiance parce qu'on gagne de l'autonomie. Donc voilà, il y a des tensions qui se créent vu qu'on est dans de la négociation et de la construction. Et donc parfois, je pense que c'est ce que Cathy voulait aussi parfois dire, un médiateur pouvait permettre de mieux se comprendre. Et donc voilà. Alors, en termes de méthodologie, en ce qui concerne les évaluations institutionnelles, on peut dire qu'il y a véritablement une convergence pour des évaluations institutionnelles menées par l'AECES. En termes de référentiel, convergence aussi quant à la nécessité d'avoir un vrai référentiel commun à tous. Donc, quitter les ESG et construire véritablement un référentiel qui soit commun. En termes de périmètre,
on est OK, en tout cas, il semble y avoir convergence pour un périmètre à l'ensemble des formations dispensées en Fédération Wallonie-Bruxelles hors formation doctorale, mais pas d'ouverture à d'autres missions, comme la recherche ou le service à la collectivité, bien que la possibilité de traiter une autre mission à la demande d'établissements d'enseignement supérieur pourrait être intéressant en ce qui concerne le fit for purpose. Enfin, il y a une reconnaissance de la pertinence d'évaluer les liens entre enseignement et les autres missions. On était déjà un peu là-dedans, en tout cas entre la recherche et l'enseignement. Au niveau de la PAG, rejet de la PAG, mais c'est surtout de son caractère, en fait, c'est de son caractère certificatif, donc de la procédure certificative de la PAG. Alors, certaines hautes écoles souhaitent même le maintien de la PAG, mais affirment surtout son aspect formatif et moins certificatif. Pas de retour en arrière par rapport à ce qui a été acquis, et donc toutes les institutions qui ont passé la PAG et donc gagné cette autonomie par rapport à leurs évaluations de programmes externes. Enfin, les dispenses acquises, donc potentiellement pour tous les programmes, donc pour l'ensemble des programmes également. Alors, en ce qui concerne l'articulation évaluation institutionnelle et évaluation programmatique, les instances estiment de manière un peu convergente que ça devrait être au choix des institutions d'enseignement supérieur, donc soit des évaluations programmatiques par la caisse ou prises en main par l'institution. Mais si elles sont prises en main par l'institution, il ne s'agit pas de recréer un mini AEKS à l'intérieur de l'institution en termes de soutenabilité. Mais donc, il faut éviter là une espèce de cumul entre évaluation institutionnelle et évaluation programmatique. En tout cas, il y a un rejet du scénario qui avait été proposé en référence, rappelez-vous, ou en tout cas un apport de nuances et d'adaptation par rapport à ce scénario. Enfin, par rapport à d'autres thèmes, il y a un regret quand même de la disparition des analyses transversales que l'on faisait sur les clusters d'évaluation de programmes. Et donc là, comment pouvoir encore prospecter des thématiques à travers l'enseignement supérieur? Donc ça se pose, donc peut-être à travers des analyses thématiques. J'ai vu l'exemple, c'était suédois, où on parlait d'analyses thématiques. De la formation des coordinations qualité. Et enfin, c'est vraiment une convergence, une posture d'accompagnement et de soutien de l'AEKS dans ces démarches d'évaluation. Et donc, pour terminer, donc je reprends la ligne du temps. Les prochaines étapes, que va-t-il se passer maintenant ? Maintenant, on est sur quelle est la nouvelle méthodologie et comment peut-on la construire et la rendre dans le bilan qu'on doit remettre. Le comité de gestion a donné 2 mandats, pas plus tard que mardi dernier, enfin, donc il y a 2 jours, à la fois au GT méthodologie pour qu'il identifie les premières lignes d'un futur modèle d'évaluation et qu'il revienne avec dans ces convergences, on ne sait pas tout avoir et donc comment est-ce qu'on peut faire, ou voilà sur base des convergences ce qu'on peut faire comme modèle, ce qu'on peut apporter comme modèle. Donc on renvoie les convergences au GT méthodologie qui viendra avec des propositions. En petit peu en décalé, il y a un GT décret aussi qui travaille et qui avait déjà un peu travaillé sur comment transcrire cette nouvelle méthodologie dans un nouveau décret, parce que ça va demander un changement décrétal. Et donc là, ça sera un petit peu en décalage. Le GT décret devra transcrire cela. Et ensuite, le comité de gestion devra toujours continuer à travailler et valider les propositions des uns et des autres. Voilà. L'échéance inscrite dans le décret de la phase pilote, moi j'avais mis décembre 2023, Cathy a dit tout à l'heure que c'était janvier 2024. Le plus tard possible. Donc voilà, ça c'est un peu les aspects. Et alors, normalement, je regarde Cathy pour voir si ça sera fait ou quand ça sera fait, mais ça sera probablement fait. L'ensemble des réponses des instances seront mises à disposition sur le site de co-construction
Donc si vous voulez aller voir et vous plonger dans les nombreuses pages et voir les nombreuses nuances qui n'ont pas été présentées ici, vous pourrez le faire au niveau du site. Voilà. Maintenant, on est ouvert, je pense, aux questions. Voilà. Donc, merci à vous trois pour ces présentations, ces informations. Venu le temps des questions ou des réactions par rapport à ce qui vous a été retransmis. Oui, Geneviève. Je ne sais pas si on a un micro de plus à faire passer. Merci, Flore. Qui est Geneviève ? Oui, merci beaucoup pour ces deux présentations et pour ce bilan des réactions des différents établissements, qui ne me surprend pas du tout, évidemment. Mais cela dit, j'ai quand même envie de faire l'une ou l'autre réflexion, non seulement en tant que membre du CAM, mais aussi surtout en tant que vice-rectrice qualité d'une institution aussi. Donc je parle de votre point de vue, hein, je vous regarde tous les deux. Ce matin, il a beaucoup été question, et puis c'était la thématique de la journée d'autonomie, mais contrebalancée par la responsabilisation. Mais moi, j'ai envie d'utiliser deux autres termes qui vont un petit peu dans le même sens, mais qui, pour moi, sont quand même un petit peu plus forts. C'est les termes anglais de « trust and verify ». Et à partir du moment où il y a de la confiance, bien sûr, entre, et je ne dis pas l'agence et les établissements, parce que l'agence, elle a seulement un rôle de courroie de transmission, je dirais plutôt entre les autorités politiques et les établissements. Il doit bien sûr y avoir cette confiance, mais il doit aussi y avoir quelque part une vérification. Alors si, de ce que je crois comprendre dans les positionnements qui sont donnés ici, où il y aurait finalement uniquement laissez-nous l'autonomie et puis nous-mêmes nous allons montrer que nous sommes responsables. Mais quid de la partie vérification du coup de la part de l'autorité politique? Quelle forme devrait prendre cette vérification si ce n'est pas quand même une partie vérification, certification par, pour le moment, la PAG, évidemment, c'était l'outil qui a été mis en place pour le moment, mais s'il n'y avait plus ça, il y aurait quoi alors à la place pour Trust and Verify? Merci. Dans les avis, puisque c'est une question sur ce qu'on a reçu dans les instances, moi je n'ai pas repéré de contre-proposition qui irait dans le sens de ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, on ne veut pas la PAG, mais pour avoir cette confiance, voilà l'autre mécanisme de type formatif que l'on propose. Mais je ne sais pas si vous aviez... Je pense que la nuance... Donc, pour moi, la nuance aussi, et c'est ce que Christophe a essayé, mais on a été relativement rapide, donc il n'y a pas de proposition d'alternative dans les différents avis qu'on a reçus. Mais par contre, je pense que ce n'est pas la PAC dans son entièreté, c'est pas avec ces 4 critères de vérification, c'est le côté certificatif, je pense, qui est remis en question, parce que ça va en résonance avec les aspects de on ne veut pas, on craint le système d'enseignement supérieur à double ou à plusieurs niveaux, c'est-à-dire d'avoir ceux qui l'ont, ceux qui ne l'ont pas. Et donc, voilà, je pense que c'est vraiment cet aspect-là qui est remis en question. Mais ça, c'est juste mon avis personnel. Là, je n'exprime plus le comité de gestion, mais c'est ma lecture des choses. Mais il n'y a pas eu d'alternative. Je pense que c'est le GT méthodologie et le comité de gestion qui vont devoir être créatifs, innovants, je ne sais pas ce qu'on peut mettre derrière, mais voilà, dans l'explication, parce qu'il va force de proposition, et parce qu'on doit aussi respecter les standards européens. Donc voilà, donc c'est à mon avis un équilibre intéressant qui va être à trouver. Oui, ben, dans le même sens. On a parlé ce matin d'amélioration continue et de reddition des comptes. On les a mis un peu en versus reddition des comptes, je dirais. Ben oui, là, on est dans la vie des instances, on veut surtout se centrer sur l'amélioration continue, en effet. Et donc, on est peu dans la reddition des comptes, en disant qu'on est dans un système aussi qui est déjà très... où on doit rendre
d'autre part, qui est quand même assez... il y a des décrets qui décrivent les programmes, etc. Donc, il y a tout un système qui contrôle au-delà du système qualité. Voilà. Et je crois que c'est un peu la vie des instances, en tout cas. Sabine voulait intervenir, et puis également Jacques. Suite à la question de Geneviève, c'est qu'on n'a pas en Belgique de preuves simples, simplistes, je vais dire, qui dit c'est OK, c'est pas OK. Mais tous nos rapports d'experts sont publics. Rien n'empêche le gouvernement de s'en saisir, d'avoir un regard dessus, de les analyser. Il ne le fait pas. Mais on a des preuves qui sont là, elles sont à disposition, tout le monde peut s'en saisir, et c'est des preuves avec quand même pas mal de finesse et pas mal de nuances. Et donc, on n'est pas démunis de preuves. Et dans un contexte où on est quand même un peu tous en compétition pour nos étudiants, parce que c'est eux nos sous, avoir un label, une accréditation qui pourrait être plus facilement acquise par certains que par d'autres, c'est peut-être un peu piéger le système un peu plus, quoi. C'est mon point de vue à moi. Oui, Jacques Moreau, je suis président de l'Agence européenne d'accréditation musique, qui fait partie d'ENQA et qui est enregistrée sur ECAR. Et je fais partie du CAM, et je collabore avec l'AECES depuis maintenant 10 ans. Je voulais juste revenir sur quelque chose qui m'étonne aujourd'hui, c'est cette opposition que l'on fait de certificatif et formatif. Comment peut-on poser cette alternative sur un système aussi complexe que le système d'évaluation de la qualité, compte tenu de la différence des établissements, de la diversité des établissements. Dans cette procédure, dans cette phase, il a bien fallu à un moment poser une image de la situation. Dans une procédure de recherche, on fait toujours une première étape qui est l'état de l'art. Où en sont les institutions? Et il est évident que dans cette phase, il s'est dégagé une seule institution pour laquelle on ne voyait pas comment, de notre point de vue, lui suggérer des conditions d'amélioration pour que son système soit plus efficace. Pour le reste, nous n'avons pas mesuré, par rapport à des critères chiffrés, ou mesurés les uns par rapport aux autres, mais ce que l'on a pu étudier par la suite, c'est la dynamique qui a été créée. Et je crois que dans les présentations qui ont été faites aujourd'hui, on voit que l'impact du travail du CAM a permis une mise en œuvre, pour certains tout à fait, j'avais dit admirable à certains de mes collègues, de voir comment certaines institutions se sont saisies de ces avis formatifs pour faire évoluer leur système, pour inventer des solutions à laquelle ils n'avaient jamais pensé. Se priver de cet outil-là, pour moi, serait une carence étonnante pour un système d'avenir qui doit sans arrêt s'adapter à des évolutions sociétales mondiales qui vont aller croissantes et qui ne permettent pas de construire un système sur ce que l'on faisait hier, mais de toujours penser à ce qu'il faudra faire pour demain. Voilà, donc ça ne peut se faire que dans un système formatif d'accompagnement, ce qui est évidemment souhaité par l'AECES, mais je pense qu'une entité indépendante par rapport à l'international, par rapport aux étudiants à qui l'on doit cette transparence, garantit à ces acteurs-là une objectivité qui me semble fondamentale dans un système d'appréciation des institutions, non pas pour les punir, mais pour les encourager à toujours penser à comment peut-on faire mieux pour mieux produire ce que l'on a à produire. J'ajouterai un dernier mot, qu'on parle d'enseignement, mais une université, un établissement supérieur, ce n'est pas que l'enseignement. C'est un système global de fonctionnement qui entraîne l'étudiant dans le respect de ses droits et de ses devoirs, qui est, pour moi, la seule façon de lui apprendre ce qu'est réellement la citoyenneté dans une démocratie. Merci. Merci pour cette intervention. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient
ou avoir un éclaircissement sur un point ou réagir? Ou Cathy, tu voulais également? Je voulais revenir à la question précédente, je n'avais pas encore eu l'occasion d'en dire un mot. J'ai entendu le mot crainte, et je pense que dans ce processus dont on parle, c'est ça qui pose problème aujourd'hui, et le rejet de la PAG telle qu'elle est exprimée dans le diapo ici, à mon sens, est lié à cette crainte. Et donc, ça fait plutôt partie de l'espace de l'usage social de l'évaluation. Quand je dis que le CAM a démontré sa capacité de faire un dispositif où le certificatif s'allie au formatif et reste formatif, je parle de la méthodologie et je pense que les établissements qui ont traversé cet exercice l'ont vécu pas à 100%, à 300%. Il y a un effet mobilisateur des équipes, il y a un effet motivationnel, il y a un effet de mobilisation aussi et de transformation structurelle dans les établissements en termes de gouvernance qui me fait dire, après 15 ans, que c'est la procédure la plus formative qu'on ait mis en place à l'AECES depuis le début, dans son efficacité. Maintenant, j'en viens à ces craintes. Je pense que ces craintes, elles sont liées au fait que vous avez peur, en tant qu'établissement, de l'usage qu'on fasse des résultats. Et on, c'est qui? Vous avez peut-être peur qu'il y ait des classements ou qu'il y ait une accréditation derrière, parce qu'on parle de certification, ce n'est pas une accréditation. Donc je veux encore nuancer les propos. Ici, on parle de donc PAG, ça ne veut pas dire grand-chose en soi, donc je propose qu'on change le nom et qu'on appelle ça la certification du système qualité. C'est beaucoup plus clair et ça dit ce que ça dit. Mais pour moi, cette certification, elle est toujours formative dans la mesure où elle n'a pas d'impact, ni sur les habilitations, ni sur les financements, ni sur l'offre de formation. Elle n'a aucun de ces impacts. Donc ce n'est pas une accréditation conditionnelle qui empêche d'aller plus loin. Et quand on met sur la balance les bénéfices observés, ce n'est que de l'observation, et ça m'a surpris moi-même, je vous assure, les bénéfices observés et les inconvénients perçus ou anticipés ou craints, je pense qu'il faut bien réfléchir à la question avant d'éluder la question. Ça, c'est mon avis personnel, partagé avec les membres du CAM et des experts. Merci, Cathy. Moi, je ne vais pas revenir sur certificatif ou amélioration continue. Simplement, il y a quand même un chiffre qui m'a impressionné, c'est quand tu as passé tes dias l'autre jour. Je ne sais pas si elle y est toujours. Le nombre d'institutions qui ont demandé la PAG, ou qui ont... Non, dans la phase pilote. C'était combien de pourcents? Non, mais le nombre d'institutions qui sont dans la phase pilote, c'est 17. Et ça faisait combien de pourcents? Je ne sais plus. Oui, mais voilà. Donc, c'est 14% des institutions et 68%, donc près de 70% des étudiants. Donc, ça veut dire que ce sont les institutions les plus grosses institutions qui se sont présentées comme pilotes. Et donc, là, il y a une peur, sans doute, de cette dualisation du système, très clairement. Donc, voilà, c'est des choses que auxquelles on va devoir réfléchir en comité de pilotage. Ben, voilà. Il y a encore... Ah, Geneviève. Merci. Oui, j'ai juste une question de compréhension. Est-ce que l'objectif ne devrait pas être, bien sûr, dans un monde idéal avec les ressources nécessaires, etc., on est d'accord, mais que tous les établissements aillent vers, finalement, une évaluation institutionnelle et plus d'évaluation de programme du tout. Comme ça, on n'est plus du tout, mais une vérification, une certification que grâce à l'évaluation institutionnelle, que chaque établissement, bien sûr, a les capacités de faire l'évaluation des programmes. Comme ça, on serait plus du tout, comme tu disais, Sandrine, dans ce oui, mais ce truc à deux vitesses, ça va pas. C'est clair qu'un truc à deux vitesses, ça va pas. Mais si l'idée, c'est qu'on aille tous, enfin que vous alliez tous vers une évaluation institutionnelle, ben ça résout ce problème-là. Oui. Mais là, je réponds, oui. Juste un point historique, puisque je fais partie, avec Cathy, des personnes qui étaient là depuis 2015 à commencer à réfléchir sur la méthodologie. Je ne sais pas si on l'a mis suffisamment en évidence. Quand on a commencé à réfléchir sur cette question en 2015, la première question, c'était évaluation institutionnelle ou pas. C'était vraiment... On s'interrogeait
sur la pertinence ou ce que pouvait apporter une évaluation institutionnelle par rapport à ce que l'on faisait déjà. Et je trouve qu'un acquis vraiment très fort, c'est qu'on ne se pose plus cette question. On s'est dit, ça apporte effectivement aux établissements. Le questionnement s'est déplacé sur comment on peut le faire, comment on l'articule avec les évaluations programmatiques, mais l'idée que tout le monde doit pouvoir bénéficier d'une évaluation institutionnelle, ça ne me semble plus. Et on en avait discuté quand on a analysé les retours des instances, ça n'est plus un point de questionnement. Par contre, est-ce que tout le monde doit passer à un modèle qui n'est pas, par rapport aux présentations qu'on a eues ce matin, qui n'est pas un modèle mixte, mais un modèle où l'évaluation institutionnelle permet d'assurer l'ensemble de la qualité de l'enseignement? C'est là qu'effectivement, il y a un questionnement et un débat très vif, on le sent encore dans nos échanges. Il y a aussi quand même dans les choses, on n'a pas fait tous les liens entre toutes les convergences, mais je pense qu'il y en a qui sont en écho, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire de l'évaluation programmatique dans un établissement sans reproduire une mini-agence. Et donc voilà, je pense que ce degré à ce qui paraît pas français, mais d'externalité, comment est-ce qu'on se l'approprie en Fédération Wallonie-Bruxelles, en écho avec les moyens qui sont à notre disposition, et qui seront à notre disposition. Et voilà, moi j'ai quand même des doutes sur le fait qu'on ait plus de moyens pour la qualité. Mais voilà, ça c'est... mais donc ça, je pense que c'est ces espèces de liens et d'échos qui vont devoir être raisonnés, raisonnés, mais en même temps de voir comment est-ce qu'on peut les combiner de telle manière qu'on trouve un système et qu'on propose un système, mais qui reste acceptable par les établissements. Parce que s'il y a un rejet, moi je pense que le plus grand risque, c'est qu'il y ait un rejet complet, et alors là on aura tout perdu.